Bonjour, je m'appelle Yolaine Olivier, je suis la coordinatrice régionale de la mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées. Donc, je travaille pour l'association Service Civique Solidarité Senior. C'est une association qui a été créée en décembre dernier grâce au soutien de Malakoff Humanis, de l'association Unicité, qui est pionnière dans le développement du service civique en France, et des ministères de la Solidarité et le ministère également de la Jeunesse et de l'Engagement. Et cette association vise à accompagner spécifiquement les seniors via la mobilisation des services civiques, donc les jeunes de 16 à 25 ans qui s'engagent pour lutter contre l'isolement des seniors, que ce soit à domicile ou dans les structures type EHPAD, structure résidence autonomie, voilà, tout type de structure en tout cas qui accueille ou qui œuvre auprès des seniors. Le but de notre action du coup, c'est de créer des liens intergénérationnels, de permettre aux volontaires de pouvoir aller à la rencontre des seniors qui en font la demande, qui se sentent en tout cas, qui se disent isolés, ou qu'ils interviennent avec une équipe d'animation au sein des structures pour permettre d'apporter un plus, d'apporter de la joie, de la bonne humeur, de la convivialité, du temps aussi aux personnes âgées isolées à domicile ou en EHPAD. Alors moi je suis Clara, je suis volontaire depuis septembre auprès du service civique Solidarité Senior et je travaille dans une structure qui œuvre pour les rescapés de la Shoah et les ayants droit. Alors ce projet, comme je vous l'ai dit, il est né en 2020, mais l'origine de ce projet date de bien avant. Donc Unicité, qui est pionnière du service civique en France, avait déjà, en lien avec Malakoff Humanis, grâce au soutien de Malakoff Humanis, développé des projets intergénérationnels permettant aux jeunes qui veulent s'engager sur une cause d'intérêt général de pouvoir le faire auprès des aînés. Donc à partir de 2020, suite à la crise du Covid, Unicité et Malakoff ont vu aussi l'urgence d'agir et d'offrir plus, en tout cas le besoin aussi de coordonner, d'avoir une coordination des acteurs du sanitaire et social. Et grâce au soutien aussi des ministères de la Solidarité et de la Jeunesse, ce projet a pu voir le jour dès la fin de 2020. L'objectif étant de pouvoir contribuer à cette lutte contre l'isolement et de développer un service civique de qualité. C'est-à-dire que là, grâce à l'écosystème qui est représenté via une mobilisation nationale des acteurs du sanitaire et social, les volontaires qui sont accueillis sur ce programme-là sont formés. Donc il y a tout un socle de formation qui leur est proposé, qui est gratuit à la fois pour les volontaires et les structures. Et les formations tournent autour du bien vieillir, de la lutte contre l'agisme, la représentation du vieillissement, en expliquant aussi aux volontaires quelles sont les causes et conséquences de l'isolement. L'objectif final étant de développer un service civique en accompagnement de qualité, même si nous n'en faisons pas des professionnels, et permettre in fine aux bénéficiaires, donc les personnes âgées, de pouvoir profiter de cet accompagnement qui est gratuit, qui peut se faire sur 2 à 3 fois par semaine, dépendant du besoin aussi de la personne âgée, et de pouvoir profiter d'un accompagnement de qualité. À travers tout ce programme-là, il y a aussi l'objectif, comme je vous l'ai dit, de coordonner les acteurs, c'est-à-dire de créer des interconnexions entre acteurs du sanitaire et social, de savoir qu'est-ce que les uns et les autres font et de pouvoir créer en commun une réponse co-construite en tout cas dans cette lutte, de ne pas agir seul, d'avoir aussi des acteurs qui puissent se soutenir, des acteurs qui se complètent et de mettre en lien tout cet écosystème. Et cela se fait via des comités d'orientation dans chaque région, puisque nous sommes représentés au niveau national. Chaque région a un ou une coordinatrice et crée son propre écosystème permettant aux acteurs de s'entretenir à l'espace d'un trimestre, oui c'est ça, à peu près chaque trimestre, et de pouvoir parler de quelle réponse on apporte à cette question d'isolement, comment co-construire, comment les uns et les autres peuvent s'investir aussi sur la formation des jeunes, qui va former nos jeunes. Et actuellement, nous avons des acteurs
assez connus comme les Petits Frères des Pauvres, la Croix-Rouge, l'association Ciel Bleu, les APHP, la Fondation Chaptal, voilà, tout un réseau d'acteurs qui se mobilisent et qui se renouvellent aussi pour former nos volontaires. Alors, les actions qu'on propose sont d'ordre différent. La première action, ce serait d'aller vers les structures et leur expliquer qu'est-ce que c'est le service civique et les accompagner dans ce projet d'accueil du service civique. Donc là, il y a l'accompagnement dans la construction de la mission, l'accompagnement dans le recrutement, toute la partie administrative, l'établissement des contrats, des différentes conventions, c'est notre expertise. On accompagne aussi les structures en formant leurs tuteurs. Qu'est-ce que c'est que d'être tuteur? Comment on accompagne un volontaire tout le long de l'année? Comment on conserve sa motivation? Et on fait bien sûr le lien avec le volontaire tout au long de l'année en gardant contact, en répondant à ses questions. Et un point aussi est proposé pour le suivi de la mission. Donc il y a un point au démarrage, un point intermédiaire et un point à la fin. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie de notre offre consiste aussi à permettre aux structures d'intégrer notre écosystème pour réfléchir avec nous, comme je le disais, chaque trimestre sur quelles sont les questions qui pourraient nous concerner sur un territoire donné, quelles sont les réponses qu'on pourrait apporter, comment les uns et les autres pourraient se nourrir. Il y a aussi la possibilité pour les structures qui accueillent des volontaires via leur propre agrément, donc via leur propre autorisation d'accueil, de nous rejoindre. Donc là, on va leur proposer d'inscrire leurs volontaires dans notre parcours de formation. Bien sûr, la formation est toujours gratuite et si besoin, on peut aussi former leurs tuteurs. Il y a la possibilité pour notre association de donner un coup de pouce supplémentaire aux structures qui voudraient accueillir des services civiques, qui en entendent parler, mais du coup ne savent pas trop qu'est-ce que c'est, comment on le fait, et surtout le reste à charge que ça pourrait coûter. Donc nous, on propose aussi aux structures de prendre en charge une partie d'indemnité qu'ils doivent verser aux volontaires, sachant qu'une structure qui accueille un volontaire, elle a un reste à charge de 107,58 €. Tout ça parce que le gros de l'indemnité, qui est 472 € est versé par l'agent du service civique, donc par l'État. Donc nous, pour donner un coup de pouce à ces structures-là, on leur propose de prendre en charge soit à 50% ou à 100% ce reste à charge, leur permettant du coup de développer plus de missions et de développer des nouvelles missions aussi. On a aussi la possibilité de valoriser les actions de nos partenaires et des volontaires. Clara pourrait en parler tout à l'heure. Parce que soit on a des demandes, ça peut être médiatique, ça peut être des demandes aussi de représentation politique, parce qu'on est soutenu par Madame El Hari et Madame Bourguignon. Je pense que Clara peut témoigner, elle a déjà été témoignée devant Madame El Hari de sa mission. Voilà. C'est une façon pour nous de valoriser les partenaires et de valoriser les lieux de mission, de montrer quel est ce beau travail qui est fait à la fois par les volontaires, mais comment en tout cas une structure qui accueille des personnes âgées propose un plus, apporte vraiment un plus à ses bénéficiaires et de valoriser toute cette action, toute cette mobilisation d'une équipe auprès des jeunes et comment ce lien intergénérationnel peut aussi contribuer à lutter contre l'isolement. Parce que souvent, les actions se font soit à domicile ou dans des lieux assez clos. On ne le voit pas, donc nous, c'est une façon aussi de pouvoir valoriser nos partenaires, soit via des témoignages médiatiques, des représentations aussi lors des salons, ou ça peut arriver aussi qu'il y a la visite d'un élu ou d'un ministre sur un lieu d'accueil. Oui. Après, j'ai une expérience qui est très particulière parce que concrètement, par rapport à mes camarades qui, eux, sont en EHPAD ou en résidence autonome et qui, du coup, vont rendre visite aux gens directement chez eux, à défaut d'un meilleur terme, qui vont leur apporter une présence et un soutien parce que en EHPAD ou en résidence autonome, on est quand même isolé. La famille vient moins, voire pas. Et souvent, on se retrouve tout seul à plus savoir quoi faire de ses journées. Nous, on a
chance, en quelque sorte, d'avoir affaire à des personnes qui sont encore dans leur propre domicile et qui sont parfois très actives. Et que soit on va aller voir et passer un moment avec, et c'est bête, mais parfois on se rend compte que partager un thé avec une vieille dame, bah, ça lui fait super plaisir parce qu'au moins elle n'est pas toute seule. Alors qu'il y a d'autres personnes qu'on n'a pas encore visitées, mais on les appelle et il y aura peut-être 3 appels d'affilée. Ah oui, mince, je suis désolée, mais je sors. Et ils savent qu'on est là, ils savent qu'ils ont une oreille attentive, qu'ils peuvent appeler s'ils ont un souci, s'ils ont envie de parler. Mais en même temps, nous, ça permet aussi, pour l'association pour laquelle je travaille, de nous assurer que tout va bien. Et parfois, ils nous parlent de choses qu'ils n'ont pas forcément dit à leurs travailleurs ou travailleuses sociales. Et on va pouvoir, du coup, le rapporter après. Donc, c'est une expérience qui est très enrichissante parce qu'ils parlent forcément de leur parcours. Et en travaillant avec des rescapés de la Shoah, c'est un parcours qui n'a rien d'anodin. Et c'est très enrichissant grâce à ça, mais aussi tout simplement l'expérience que ça apporte. Ni Camille ni moi n'envisageons de travailler avec les seniors après, mais on a une mission qui est pas toujours simple, mais qui est toujours très intéressante à faire. Et juste pour ça, ça en vaut la peine. C'est bête, mais le langage. Je suis quelqu'un qui a un débit naturellement très rapide, donc je dois beaucoup me contraindre à ralentir. Mais même Camille, qui parle 2 fois moins vite que moi, doit ralentir. On a nos façons de parler où on doit faire attention aussi parce qu'un mot de verlan comme, je sais pas, rhum, c'est déjà arrivé qu'on dise ça. On n'y fait pas attention, on utilise ce terme peut-être pas tous les jours, mais depuis longtemps et souvent. Et là, on va avoir la personne qui nous regarde totalement perdue. Elle vient de parler une langue extraterrestre et du coup, on doit expliquer. Et donc, il y a ce côté, voilà, on a eu plusieurs générations d'écart avec ces personnes. La langue a beaucoup évolué. Et du coup, ne serait-ce que pour ça, on doit faire attention à ne pas utiliser des mots qui risquent de ne pas comprendre ou alors à être prêt à prendre le temps de s'arrêter dans la discussion pour expliquer. Il y a aussi sur justement, dans mon cas, les événements qui sont arrivés pendant la guerre. Une question qu'on pose parfois au début, c'est est-ce que vous voulez nous en parler ou vous voulez attendre plus ou vous voulez pas en parler tout court? Parce que c'est des sujets sensibles. On a des personnes qui ont été des enfants cachés, mais on a aussi des personnes qui étaient adolescentes et qui ont vécu la guerre de plein fouet. Donc faut prendre des pincettes par rapport à leur histoire. Et parfois, on a une réflexion qui échappe et on se dit « j'aurais pas dû dire ça ». Et on a toujours le petit « c'est bon, ça va? Ok, ça va ». Et on continue. Donc il y a ça qui peut arriver. Okay. Donc nous, les contraintes qu'on rencontre pour le développement du projet Solidarité Senior, c'est la réticence des chefs d'établissement à accueillir des volontaires parce que le dispositif service civique, malheureusement, n'est pas assez connu, bien que ce dernier existe depuis 2010. On remarque tous les jours que voilà, il y a des personnes qui découvrent « Ah bon, ça existe depuis 2010 », donc on n'entend pas assez parler. Il y a ce manque de visibilité du service civique et le manque d'éclaircissement aussi sur qu'est-ce que c'est une mission de service civique, parce qu'il faut bien faire la différence entre un service civique et un stage. Le service civique, c'est un dispositif pour les 16-25 ans avec un contrat d'engagement civique, avec une indemnité de 580 €. Le jeune, il a droit aussi à 2 jours de congé, un peu comme un salarié. Donc il y a cette ligne très très fine entre un service civique et un stage. Donc cette méconnaissance du dispositif effraie, mais aussi des fois peut emmener à des dérives. Donc il y a cette contrainte et il y a aussi, je vous disais, la peur des professionnels de trop bousculer leur habitude. Oui, on va accueillir des jeunes, en plus d'eux, parce que nous on fonctionne sur le système de binôme. Donc on propose aux structures d'accueillir un binôme
pour pallier au fait où si jamais il y en a un qui est absent, donc il y a toujours un jeune pour assurer la mission. Il y a aussi la question de sécurité. Si jamais, par exemple, Camille, elle va à domicile et la personne âgée, elle fait un malaise et qu'elle est seule, qu'elle perd ses moyens, ça peut aller très très vite. Donc on mise aussi sur cette question du jeune qui vont s'entre-alimenter entre eux. Et puis surtout, oui, en général, c'est des binômes qui sont très complémentaires. S'il y en a un qui est un peu timide, l'autre l'est pas. Effectivement. S'il y en a un qui, je sais pas, est plus débrouillard de ses mains et l'autre très maladroit. Enfin, généralement, c'est complémentaire, donc voilà. Effectivement, donc on mise sur ce côté et du coup, ce principe de binôme effraie les structures en se disant mais qu'est-ce que je vais faire avec deux jeunes? Comment je vais trouver aussi le temps pour accompagner ces jeunes. Donc la question du temps, de l'encadrement, du tutorat, de qu'est-ce que c'est qu'être tuteur, combien de temps, ça c'est une question régulière que j'ai, combien de temps il va me falloir par semaine par exemple pour les accompagner. Il y a aussi la contrainte des lieux. Par exemple, ça peut être les collectivités ou les petites associations qui font des ateliers ponctuels avec des personnes âgées. Je vais accueillir deux jeunes, où est-ce que je vais les mettre? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi pendant une semaine? Ou qu'est-ce que je vais leur faire faire? Donc toutes ces questions-là, nous, on y répond quand on va à leur rencontre. On y répond aussi à travers la formation des tuteurs. Donc le but de former des tuteurs, c'est aussi d'enlever cette peur et d'enlever cette crainte de se dire en tant que tuteur, oui, j'accueille des volontaires, mais qu'est-ce que je vais leur faire faire? Donc le dispositif, il est bien clair. Et puis des tuteurs formés, c'est l'assurance aussi d'une mission qui se passe mieux. C'est un gain de temps. Donc on prend un temps pour se former, mais derrière on en gagne parce qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, les limites à ne pas dépasser et les volontaires derrière qui viennent en étant formés. Donc ça permet aussi de lisser le travail et l'accompagnement. Il y a aussi la contrainte de la question financière. Donc c'est pour ça qu'on propose un coup de pouce aux structures. Il y a des associations qui aimeraient justement offrir ce plus à leurs bénéficiaires, par exemple les associations d'aide à domicile, qui, suite au passage de l'infirmier, de l'aide-soignant, aimeraient continuer à ce que leurs personnes âgées accompagnées puissent échanger avec d'autres personnes durant la journée. Donc malheureusement, même si ce n'est que 107 € d'indemnité, cela peut largement impacter les structures. Donc il y a cette question de frein économique et du coup nous on propose de prendre en charge à 50% ou à 100% comme je le disais cette indemnité. Et puis bien sûr il y a tout le flou et tous les questionnements qu'ils peuvent avoir. Oui mais administrativement ça se passe comment? Qui fait les contrats? Comment ça se passe pour accueillir un binôme? Est-ce qu'il faut un agrément? Donc il faut une autorisation. Donc nous, on met déjà à disposition notre agrément pour les structures qui n'ont pas cette autorisation-là. Donc on leur prête, ça s'appelle une intermédiation. On leur prête notre agrément. Du coup, il y a le contrat de service civique qui est établi, on le fait. Et on a établi aussi une convention de mise à disposition stipulant que Clara, qui est en service civique, nous est juridiquement rattachée, mais mise à disposition, par exemple, de la structure qui l'accueille. On est prêté, en fait. C'est voilà. En quelque sorte, effectivement. Donc voilà. Et puis, dernière contrainte, je dirais aussi par rapport aux jeunes, qui des fois se disent moi j'ai du temps parce que je sais pas, j'ai cours que 2-3 fois par semaine et qui voudraient s'engager, mais pour l'instant un service civique c'est entre 24 et 35 heures par semaine, donc il faut quand même être disponible. Pour une mission par exemple de 28 heures par semaine, il faut être disponible 4 jours, ça peut varier de 9 h à 17 h ou de 10 h à 18 h. Donc voilà, les jeunes qui malheureusement voudraient pouvoir s'engager sur le reste du temps libre qu'ils ont, aujourd'hui ne peuvent pas le faire parce que les contraintes horaires et par rapport aux demandes et aux besoins des structures, on n'a pas encore trouvé la solution comment pouvoir intégrer ces jeunes-là dans un dispositif alors qu'ils ont du temps à consacrer, mais la façon de penser les missions et les demandes des structures aujourd'hui ne permettent pas cette adaptation-là. Espérons que ça arrive dans l'avenir. Là, pour le coup, je me permets, je suis un cas très très concret parce qu'à côté du service civique, je suis étudiante à la fac. Je fais une deuxième licence en LLCER italien et je suis élève en conservatoire à Gentilly.
Et j'ai ma propre structure théâtrale à côté que je dirige et avec laquelle je crée. Et je ne me suis pas cassé la tête, je me suis dit je vais faire ce service civique, mes cours tombent en plein milieu, bon je vais pas aller en cours. Je vais aux cours du conservatoire qui sont le soir parce que je termine assez tôt. J'ai posé une semaine pour mes examens et j'en reposerai une au prochain semestre. Et je travaille les week-ends. Ça fait un emploi du temps très chargé. C'est un jonglage pas toujours très simple, pour mon sommeil surtout. Mais en même temps, c'est une bonne préparation à la vie professionnelle parce que ça nous permet de réaliser que même si on veut faire 15 000 choses, on ne peut pas toujours. J'avais prévu de trouver un deuxième emploi cette année. J'ai très vite renoncé. Et au moins, ça permet aussi... pendant qu'on est dans nos études, ça nous permet déjà de nous confronter à la réalité de l'emploi et du coup de recalculer certaines perspectives. Mais pour le coup, c'est vrai que beaucoup d'étudiants n'ont pas forcément envie de justement renoncer à aller en cours ou suivre leurs cours en distanciel, parce qu'on en a bien bouffé du cours en distanciel et on en a tous un peu ras-le-bol, moi y compris, mais en même temps, une mission se présente, elle est intéressante. C'est 1 an et franchement, je préfère faire cette mission et pas aller en cours qu'aller en cours et m'ennuyer le reste du temps, en fait. Après, nous, notre objectif, c'est vraiment de dire aux étudiants de terminer vos études et de toute façon, le service civique, il est possible jusqu'à la veille des 26 ans. Mais il y a des étudiants qui effectivement nous appellent et nous disent « mais moi j'ai cours 2 fois par semaine, donc les 3 jours je suis libre » ou d'autres c'est l'inverse. Et il y en a qui essayent, malgré le peu de disponibilité qu'ils ont, de s'investir parce qu'ils ont envie, ils ont besoin, en dehors des cours, d'avoir une activité. Et puis, pour d'autres candidats potentiels qui souhaiteraient faire un service civique, des fois, ils se noient aussi dans la diversité des missions qui existent et ils se disent « moi, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi ». Donc là, c'est aussi une petite contrainte dans le sens où ce qui manque aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des lieux où le service civique est présenté de A à Z avec les différentes thématiques et les exemples de missions pour que ça soit vraiment au plus clair pour les jeunes qui voudraient s'y intéresser et s'engager. Alors nous, du côté Solidarité Senior, ce qu'on envisage pour la suite, c'est vraiment d'accompagner au moins 5000 jeunes en service civique, donc de les former, de les accompagner dans leur service civique, de développer le plus de missions intergénérationnelles possibles, tout cela en s'appuyant sur les collectivités, notamment les CCAS, en allant aussi à la rencontre des structures qui n'ont pas l'habitude d'accueillir des jeunes. Je vous parlais tout à l'heure des services d'aide à domicile, parce que là, c'est aussi des missions plus sensibles, parce qu'on va dans le privé, on va chez la personne âgée. C'est tout à fait autre chose que d'aller en EHPAD ou dans une maison de retraite d'autonomie. Donc de créer ce lien avec les CCAS pour justement permettre d'aller à la rencontre des personnes les plus isolées, et aussi à travers l'engagement des jeunes dans les collectivités, de pouvoir identifier les personnes qui aujourd'hui échappent encore à tout un système, c'est-à-dire qui ne font pas appel aux services sociaux, ne font pas appel aux CCAS, ne sont pas suivies. Donc toutes ces personnes qui finalement sont quasiment invisibles, voilà, le travail qui reste à faire, c'est vraiment d'aller les chercher et de leur permettre aussi de bénéficier de cet accompagnement-là qui, je le rappelle, est gratuit. On a aussi comme projet de continuer à développer la formation des volontaires, donc de mobiliser les acteurs de formation dans le domaine sanitaire et social. Notre but, ce n'est pas d'en faire des professionnels, mais de permettre aux volontaires d'avoir des outils, des billes, pour mieux comprendre le public, mieux les accompagner et d'offrir justement un service civique de qualité à la fois à nos volontaires. Et dans ce sillage-là, on a aussi comme projet de continuer l'accompagnement de nos volontaires, c'est-à-dire de leur permettre de réfléchir pendant leur service civique ce sur quoi ils voudraient travailler. Et cet accompagnement, cette réflexion se conclut à la fin, presque à la fin de leur service civique par un forum de l'emploi et de l'engagement
que nous aimerions continuer à développer avec la mobilisation d'une diversité d'acteurs, des acteurs de formation. Ça peut être les grands groupes aussi, qui ont des difficultés à recruter et qui viennent présenter des métiers en tension, qui viennent présenter aussi la diversité des métiers. Donc toujours permettre à nos volontaires d'avoir une passerelle vers le monde professionnel et de pouvoir aussi continuer à s'engager. Donc ça, c'est un de nos défis aussi. Comment garder cette fibre, cette envie de s'engager après mon service civique. Donc là, on a commencé à travailler avec des acteurs du bénévolat. Donc le but, c'est vraiment de permettre aux volontaires de se dire je peux continuer à m'engager sans être en service civique. Donc voilà, il y a tous ces chantiers et bien sûr de continuer à alimenter notre écosystème avec la réflexion des acteurs de terrain, de comment on traite cette question de l'isolement. Par exemple, nous en Île-de-France, comment on va le traiter, qu'est-ce qui pourrait être fait pour donner un coup de pouce aussi à cette lutte, parce qu'on sait que de plus en plus, il y a plus de personnes âgées isolées. Et donc voilà, continuer à rassembler, à mobiliser le plus d'acteurs possible dans notre écosystème. Effectivement, si vous souhaitez découvrir plus sur le lien intergénérationnel, la lutte contre l'isolement via l'engagement des services civiques, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Nous avons un site service-civique-solidarité-senior.fr. Nous avons un coordinateur, une coordinatrice régionale, donc nous sommes présents dans les 13 régions. Et surtout, n'ayez pas peur de pousser cette porte pour venir vous informer. Il y a tout un accompagnement qui vous est proposé, la formation des tuteurs, la formation des jeunes. Voilà, on vous propose aussi de construire avec vous les missions et de faire confiance aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, ils sont nos meilleures armes, ils sont notre meilleur soutien pour créer ce lien intergénérationnel. Et les jeunes, quand ils viennent avec leur envie, avec leur... peut-être des fois, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire après, mais quand ils sont sur place, ils arrivent à générer toute une relation de confiance que des fois les personnels n'arrivent pas à créer parce qu'il manque de temps, etc. Donc n'hésitez pas à faire confiance aux jeunes, qu'ils soient Bac+5 ou déscolarisés. Les jeunes ont tous quelque chose à apporter et surtout le sourire, le temps qu'ils ont à offrir à nos aînés, c'est vraiment... on ne peut pas le recréer quand on est salarié. Donc n'hésitez pas à faire confiance à la jeunesse et d'ouvrir vos établissements, d'ouvrir même le domicile des seniors. Donc nous, on est là pour vous accompagner à tout moment, du lancement, de la réflexion jusqu'à la fin du service civique. On assure aussi cet accompagnement des structures. Je vous dirais, si vous hésitez par rapport à vos études, demandez-vous si une année de césure, elle n'est pas envisageable. Si elle ne vous ferait pas peut-être même du bien. Ou si vous êtes prêt à ne pas aller en cours pour aller travailler. Rappelez-vous que ces personnes, c'est aussi potentiellement des grands-pères, des grands-mères qui souffrent de ne pas beaucoup voir leurs petits-enfants ou leurs enfants ou leurs arrière-petits-enfants peut-être pour les plus âgés, et qu'en étant là pour eux, oui, vous n'êtes pas de leur famille, mais vous pouvez peut-être quand même les réconforter. Parce que si par exemple vous travaillez dans un EHPAD, vous serez confronté à des personnes qui savent qu'elles vont mourir peut-être bientôt et qui sont tristes parce qu'elles ne voient pas leur famille. Et de voir une personne jeune qui peut leur apporter son point de vue sur leur monde, de pouvoir parler avec, de passer du temps avec, parfois c'est tout ce qu'ils veulent. C'est juste qu'on les écoute aussi. Et c'est une mission qui peut faire peur parce que nos actuels parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu des époques... Enfin, ils ont eu la Seconde Guerre mondiale, pour certains, ou ses répercussions. Et on n'a pas forcément envie d'entendre parler de tout ça, mais même en dehors du travail de mémoire qu'on peut effectuer, il y a aussi simplement le fait de leur rappeler que ils ont vécu des choses, que c'est normal, et qu'il y a des gens qui sont prêts à les écouter. Donc si c'est vos études qui vous posent souci, est-ce que je peux zapper mes cours quelque temps ou est-ce que je fais une année de césure? Si vous ne savez pas où aller, ça peut être aussi très intéressant parce qu'on n'envisage jamais de travailler avec les vieilles personnes. Et puis peut-être qu'un jour, vous allez rencontrer la personne qui va vous faire dire « Oh,
mais je veux faire ça. Je veux continuer à aider des gens comme j'ai aidé cette personne. Donc, voyez plus que le côté ça m'embête, ça va être dur ou quoi. Voyez tout ce que vous pouvez en retirer pour vous. Dans mon cas, je sais que je ne vais pas travailler dans le futur avec des personnes âgées parce que j'ai déjà un chemin de vie qui est plus ou moins tout tracé devant moi dans ce que j'ai choisi. Mais je sais que cette expérience, elle est un peu plus enrichissante et que peut-être que dans 10 ans, je vais monter une pièce où il y aura une vieille personne et je ne saurais pas comment la faire. Et en fait, si, je saurais parce que cette personne, je l'aurais rencontrée. Il faut aussi voir les possibilités à long terme que ça vous serve. Et ça peut servir dans tous les domaines. Même si vous ne le voyez pas, ça peut servir.